Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Entretiens du monde informatique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel Ferreira. Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors, vous êtes directeur technique chez Pure Storage France. Avec vous, on va faire un petit tour d'horizon de la société. Peut-être première question, comment se porte Pure Storage aujourd'hui? Je dirais très bien, on continue sur notre lancée, on a une grosse croissance. On avait fait 50% de croissance en Q1 par rapport à l'année dernière. Au deuxième trimestre, on a encore enregistré une forte croissance de 30% par rapport à l'année dernière. Donc on continue à notre petit bonhomme de chemin et à grignoter des parts de marché. Voilà. Alors qu'est-ce qui fonctionne, en tout cas qu'est-ce qui marche et quelles sont les tendances, j'allais dire aujourd'hui? Alors c'est vrai que c'est un petit peu, on peut se poser la question compte tenu de un peu la situation économique actuelle et les tensions, les pénuries de composants, etc. Alors pourquoi ça marche toujours aussi fort chez nous? Je dirais que le modèle disruptif à la fois technologique et économique qu'on a commencé à proposer il y a une dizaine d'années commence à prendre et à séduire de plus en plus de clients. Aussi les clients quand ils goûtent, voilà, on peut commencer petit, on finit très gros généralement chez les clients. Voilà, donc ils voient que technologiquement et au niveau du business model, c'est totalement différent. On est toujours sur des problématiques de performance, quand vous allez chez les clients, ou est-ce qu'on est encore sur du capacitaire et puis de la performance ou de la pure performance? Alors chaque client a un petit peu ses besoins, mais ce qu'on voit mondialement et peut-être plus encore en France, les aspects RSE sont très forts. Hein. Systématiquement, les appels d'offres, on nous demande et les clients nous évaluent sur les performances environnementales. Ça tombe bien parce qu'on a quelque chose de très vertueux à proposer qui est l'éco-conception qui est au cœur de nos systèmes. Hein. Donc l'idée c'est qu'on n'achète qu'une seule fois et les solutions IT, soit logicielles ou matérielles, n'ont pas de fin de vie, donc il n'y a pas d'obsolescence ni logicielle ni matérielle, donc le client peut mettre à jour selon ses besoins et indéfiniment. Et peut-être par rapport à votre première question, c'est peut-être aussi une raison avec cette soi-disant pénurie de composants bien heureusement nos clients n'en souffrent pas trop. On a encore des temps d'approvisionnement standards et courts de 3 à 6 semaines. Alors on entend nos partenaires dire que certains fournisseurs n'arrivent pas à livrer au bout de 6 à 12 mois. Pour le coup, vous n'avez pas été obligé mais non, parce que les clients existants, ils ont déjà les plateformes. Donc qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin juste de mettre à jour. Donc c'est finalement beaucoup moins de matériel. Ils n'ont pas cet effort de racheter tout un équipement ou racheter toute une solution. Voilà, donc ça c'est pour les anciens clients. Et pour les nouveaux clients, voilà, donc les lead time sont tout à fait courts, mais on reste tout à fait attentif à cette situation. On est toujours on a extrêmement peu de visibilité. Hein. On est toujours dans une tension, en tout cas, sur la partie composant, ou c'est quelque chose qui commence à se réguler progressivement? Non, on fait toujours très très attention. On a une grosse équipe qui gère ça et qui est splittée sur 3 continents. On maintient les contacts avec l'ensemble le plus de fournisseurs possible et on maintient nos stocks à jour et voilà, on peut dire que jusqu'à la fin de l'année, il n'y aura aucun souci. Mais comme je vous ai dit, de la gamme de produits. Hein. Oui, on reste attentif parce que je pense que personne ne sait comment la situation va évoluer. Hein. Donc voilà, donc aujourd'hui, message tout à fait rassurant, business as usual. Alors juste encore un petit mot sur la partie économique avant de passer sur la partie technique. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une inflation aussi. Enfin, vous parlez de la partie économique ou du contexte économique. Est-ce que ça veut dire que potentiellement, dans quelques mois, dans quelques semaines, on peut s'attendre à des hausses de prix dans les produits ou dans les services de Pure Storage? Alors comme vous le savez, on est une société qui fait 100% d'indirect. Donc on a notre réseau de partenaires, vendeurs, intégrateurs, systèmes intégrateurs, et c'est eux qui vendent nos systèmes. Donc on travaille avec eux pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de prix.
Et donc on supporte pour l'instant les augmentations de coûts de composants. Donc pour nos clients, il n'y a pas de différence, je dirais, pour le court terme. Mais encore une fois, ça va dépendre de l'évolution macroéconomique. Il faut absolument arrêter cette inflation galopante parce qu'on ne sait pas où ça va nous mener, que ce soit au niveau professionnel, mais également au niveau particulier. Voilà. On va revenir sur la partie technique. Je crois que c'était à la fin juste avant l'été, vous avez eu une grande conférence aux États-Unis où il y a eu des annonces qui ont été faites, notamment autour de la gamme FlashBlade avec une version S, ou en tout cas l'évolution de la gamme FlashBlade S. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Finalement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? En tout cas, quelles sont les évolutions marquantes? Alors, comme à notre habitude, donc pour cette partie matériel et logiciel, le logiciel il est intercompatible avec les différentes générations matérielles. Qu'est-ce qu'on a mis à jour? On a fait des évolutions au niveau du châssis, on a mis à jour les CPU, on a redesigné un petit peu les histoires de NVRAM, on les a cette feature-là, on les a intégrées dans les NAND, etc. Donc on a fait pas mal de modifications de genre. Le FlashBlade, c'est un très très bel équipement. En termes de matériel, c'est tout ce qui se fait de mieux à ce jour en termes de CPU, en termes de bus. Donc voilà, c'est vraiment un système scale-out avec une linéarité de performance pour des use cases qui sont extrêmement divers. On a des clients qui l'utilisent pour la restauration de sauvegarde rapide, pour du ransomware, pour de l'analytique, pour du machine learning également, mais ça peut être du messaging, du pipeline, du traitement de données, du Splunk, de l'élastique, etc. Donc il y a énormément de use cases pour les données non structurées, beaucoup plus que pour la donnée structurée où on retrouve la VM classique et la base de données classique. Donc vous avez le RP, et puis il y a quelques applications maison. Donc c'est beaucoup plus diversifié. Et les clients ont tous des usages différents. Et ce qui est important, c'est de leur apporter la possibilité de commencer tout petit, voilà, modestement. Et pouvoir, quand on dit commencer petit, ça veut dire quel volume, en tout cas, soit du brut ou... Alors 50 Tera, on a mis la barre à 50 Tera. D'ailleurs, c'est ce qu'on propose également en mode souscription, donc paiement à l'usage. Voilà, on commence avec 50 Tera. Voilà, nos tarifs sont affichés sur notre site web. C'est des tarifs vraiment très concurrentiels. Vous pouvez regarder et comparer par rapport à d'autres fournisseurs. Et on a une très très grosse croissance sur cette partie-là. Et avec des use cases qui sont, encore une fois, très divers. Et sur les autres gammes, est-ce qu'il y a eu des choses, en tout cas des évolutions? On parlera peut-être un petit peu après du HPC avec Eri, notamment sur NVIDIA, le partenariat que vous avez avec NVIDIA, mais sur les autres gammes de Pure Storage? Alors, sur l'autre gamme, donc en mode bloc et en mode fichier, donc la gamme FlashArray, vous avez l'AX qui est pour l'ultra performance. Là également, cette année, on l'a fait évoluer en termes de capacité de processeurs. Pareil, on met à jour dès que les constructeurs de CPU sortent de nouvelles CPU, on fait l'effort de mettre à jour. Et ça, je crois que nos clients le voient bien par rapport à d'autres fournisseurs où ils ont 2-3 générations de retard de CPU, de bus, etc. On commence à être connu, Pure Storage, pour avoir du matériel qui est up-to-date technologiquement. On n'achète pas du matériel d'il y a 5 ou 6 ans. On achète du matériel d'aujourd'hui. D'accord. Bon, je reparlais de la partie HPC, enfin en tout cas vraiment de la très haute performance pour le coup et de la ressource de calcul. Vous aviez un partenariat avec NVIDIA sur Eri. C'est pareil, c'est des choses que vous faites évoluer, vous travaillez toujours sur cette partie-là? Oui, donc j'ai dit la partie logicielle n'a pas changé. Ce qui a changé pour Eri, donc vous retrouvez des serveurs NVIDIA, vous trouvez la partie réseau et la partie stockage qui est du FlashBlade S, donc qui est encore plus puissante, avec des tuyaux encore plus larges. On fait du 400 gigabits. Voilà, c'est ce qui se fait aujourd'hui de demi, encore une fois. On a doublé les densités également. Voilà, on a tout doublé. Et finalement, on est resté dans la même empreinte
en taille et en consommation. Donc les clients regardent de plus en plus ce poste-là, parce que soit ils sont hébergés et ils payent tout bêtement à la place consommée et au coût électrique. Certains DSI me disent, bon, on a des contrats qu'on renouvelle annuellement, les prix sont fixes, mais on s'attend à des augmentations, donc j'ai tout intérêt à réduire un petit peu à la fois le footprint et la consommation électrique. J'étais pas plus tard qu'hier avec un DSI d'un grand groupe français qui me disait, bah, c'est quand même magique chez vous, j'utilise vos solutions depuis 6 ans, j'ai plusieurs pétabytes de données, donc une grosse volumétrie de données, et ce modèle qui est de rafraîchir, de mettre à jour le matériel logiciel régulièrement, bah, fait qu'on réduit l'empreinte dans le data center et on réduit la consommation énergétique. Donc il était tout heureux parce qu'en fait, il paye juste quasiment 3 fois moins aujourd'hui qu'il y a 6 ans. C'est magique. On regarde la facture d'électricité, effectivement. Et puis la partie gaz à effet de serre, parce que voilà, donc il y a un lien qui est direct. J'utilise moins d'énergie. Il y a également moins de déchets, moins de recyclage et de réutilisation, parce qu'il y a cette lutte contre l'obsolescence logicielle et matérielle qui fait que je garde certains composants plus longtemps. Dans cette logique-là, vous avez évoqué la partie de paiement à l'usage, en tout cas le mode de souscription, et devient, dans la mode en tout cas, très tendance aussi auprès des DSI. On voit vos concurrents, ou en tout cas d'autres spécialistes de l'IT, aller sur ce modèle-là. Vous avez présenté, alors vous avez le modèle Evergreen chez vous, et là je crois que dernièrement vous avez une version qui s'appelle Flex. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement? C'est quoi les différentes distinctions au sein de Evergreen? Je crois que tous les fournisseurs ont été invités à travailler leur copie, vu le succès du cloud public. Ils se sont dit on va reprendre les bonnes recettes du cloud public. Donc cette idée d'être facturé à l'usage plaît énormément aux utilisateurs. Et permet des fois de faire des économies parce qu'on fait plus attention du coup, on éteint la lumière quand on sort de la pièce, donc quand j'ai plus besoin de mon stockage ou quand j'ai plus besoin de ma VM, je vais l'éteindre et ou je vais effacer la donnée qui ne me sert plus à rien, que je ne réutiliserai plus, d'accord? Donc on a vu des clients réduire comme ça leur IT l'utilisation de leur IT de manière drastique parce qu'ils ont du coup fait le ménage. Donc je pense que tous les fournisseurs ont voulu reprendre un petit peu ces bonnes recettes. La chance que nous avons, c'est que dès le départ, on est parti d'une feuille blanche et on s'est dit on arrête avec ce modèle cyclique tous les 4-5 ans. On demande à nos clients de racheter la nouvelle version et on fait un rachat complet de l'équipement ou de la solution IT. Donc ils étaient déjà habitués à ces économies parce que finalement j'achète qu'une fois et puis je n'ai plus qu'à mettre à jour de manière indéfinie. Mais à l'époque c'était en mode CAPEX. Donc on a toujours un amortissement sur 5 ans. Alors il y a des clients qui disent si j'ai plus de fin de vie, je peux du coup amortir sur une durée plus longue. Donc on a des clients qui disent on part sur 10 ans du coup sur l'amortissement. Mais ça c'est en CAPEX. Donc il y a des clients qui se sont dit tiens, allez, on veut vraiment être aussi agile, aussi pertinent que le cloud public. Allez, je voudrais passer en mode paiement à l'usage. Donc on a fait cette offre-là qu'on a démarré avec le nom Pass, on l'a renommé cette année en Evergreen One, donc c'est une souscription. Je vous l'ai dit, ça commence très bas, 50 Tera, vous avez différents tiers de performance, type fichier, bloc, etc. Et dernièrement, on a rajouté une souscription. Donc c'est la 4e. Et c'est un peu tout. En fait, on était confronté à des clients qui étaient en CAPEX, mais qui ne pouvaient pas basculer complètement en OPEX. Et on a cette souscription qui s'appelle Flex,
et qui est un hybride. C'est-à-dire que c'est comme les smartphones, vous avez le choix, soit vous allez chez votre fournisseur télécom, vous prenez un abonnement dans lequel il y a votre téléphone, vous ne l'achetez pas, en fait. C'est inclus dans le forfait, à condition que vous restiez 24 mois ou plus. Mais vous avez aussi cette option de vous acheter le téléphone nu, que vous ne pouvez pas utiliser parce que vous avez besoin du service. Et donc là, vous prenez uniquement la souscription qui permet de téléphoner. Eh bien, c'est la même chose. Le Flex, vous pouvez... donc, ça n'est valable que pour la gamme où on a les équipements, pas pour nos gammes, nos solutions uniquement logicielles. Donc, les flash arrays XCC et les FlashBlade, vous faites l'acquisition de l'équipement nu, avec un minimum de capacité, de performance. Et à côté, vous achetez une souscription pour l'utiliser et vous ne paierez qu'à l'usage. Voilà. Donc c'est un peu un hybride, c'est-à-dire que vous pouvez quand même dépenser votre CAPEX et ensuite fonctionner en mode OPEX. Alors après, la comptabilité, c'est assez complexe. On a des comptables qui réussissent à tout mettre en CAPEX ou tout mettre en OPEX. Bon, après, c'est leur cuisine interne. Mais en tant que fournisseur, on se doit d'offrir le maximum d'options et de flexibilité à nos clients. Donc aujourd'hui, ils ont 4 souscriptions différentes. Ça va du 100% CAPEX au 100% OPEX avec des intermédiaires. Pour revenir sur la partie, on va dire un peu technique, vous avez parlé de cloud public, en tout cas aussi des nouveaux modes de développement. On a vu arriver tout ce qui est as the code. Et en 2021, vous avez lancé une offre qui s'appelait Fusion. Aujourd'hui, on en est où sur cette partie-là? Est-ce que c'est adopté? Et est-ce qu'il y a des évolutions aussi à prévoir sur cette offre? Oui, on commence. Donc cette année, c'est vraiment l'AGA. Donc on est en train de l'enrichir, ce produit-là. Et c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire on essaie de mimer, ou tout du moins nos clients essaient de mimer un petit peu l'usage dans le cloud public, c'est cette automatisation. Ils souhaitent offrir à leurs utilisateurs internes la même flexibilité que dans le cloud public, c'est-à-dire venir un petit peu en compétition. Et donc il faut que les utilisateurs puissent accéder à des portails de provisionnement, etc., pour avoir accès à la ressource de manière immédiate et simple. Donc c'est l'objectif vraiment de Fusion, c'est ça, c'est de voir l'IT de manière un petit peu différente et d'offrir de proposer une brique à nos clients pour ces portails, ces systèmes d'automatisation qu'on retrouve dans les clouds publics. Donc ça n'est que ça. C'est aussi simple que ça. Et on a cité Portworx par exemple. Pareil, pour Portworx, on a lancé Portworx Data Services. Et donc c'est pareil, les Ops dans les organisations DevOps désormais, pour faciliter un petit peu leur travail, on a packagé certaines applications, les MongoDB, les Cassandra, etc., dans Kubernetes, et c'est sur étagère, ils ont un certain nombre d'options, donc ils n'ont plus ce travail de... Je reçois un coup de fil d'un développeur qui est en train de développer un site marchand, il a besoin d'un MongoDB, voilà, il demande à l'Ops... Bon, bah, ok, je ne vais pas consommer dans le cloud public, mais qu'est-ce que tu as comme package? Donc là, il faut que l'Ops, il bosse. Il faut qu'il intègre, il ne connaît pas MongoDB, il ne connaît pas les spécificités, il faut qu'il l'intègre à Kubernetes. Ça prend un certain temps. On va lui faire gagner du temps, on l'a intégré nous-mêmes, on l'a packagé, c'est sur étagère, donc on accède au module. On répond à 2-3 questions. Est-ce que je veux la sauvegarde, une copie, 2 copies, quel niveau de performance, quelle taille de cluster, etc. Et instantanément, au bout de quelques secondes, j'ai mon MongoDB en production. Ça marche avec il y a MongoDB, il y a d'autres... Oui. Alors, on continue à enrichir. Hein. L'idée, c'est d'avoir un catalogue. Alors, j'ai cité MongoDB, Cassandra, il y a Redis, Couchbase.
Voilà. Il y a vocation, on va revenir sur Portworx justement, c'était un rachat qui était très orienté container, en tout cas avec les environnements Kubernetes. Aujourd'hui, l'intégration, on voit qu'il y a des offres particulières. Est-ce que l'intégration est complètement terminée? Est-ce qu'il y a d'autres offres qui vont arriver avec Portworx? On continue, là, on a une roadmap très riche au niveau de Portworx. Parce qu'il y a une adhésion forte aujourd'hui à Kubernetes. Tous les nouveaux développements sont faits en sous-jacent la plateforme Kubernetes. Donc il y a encore plein de choses à faire. Ce qui est intéressant avec Portworx, et ça les clients nous disent, c'est magnifique, c'est vous n'avez pas à aller chercher un produit pour faire du backup, un produit pour faire de la haute disponibilité, un produit pour faire la performance, etc. Vous avez une suite logicielle, en fait, avec un driver commun, et en fait, vous avez tout. Vous avez à la fois la performance, la sauvegarde, le disaster recovery, la business continuity, et la bonne gestion du stateful. Je sais qu'à un moment, quand on évoquait, vous n'êtes pas que sur du stockage, vous êtes aussi sur la gestion de données, en tout cas du data management. C'est des évolutions, j'avais déjà discuté avec votre CIO. C'est toujours une orientation, le data management, et si oui, jusqu'où vous allez aller? Alors, le cas de Portworx, par exemple, c'est juste du logiciel et ça tourne sur n'importe quelle plateforme. Ça peut être un cloud privé avec du stockage d'un confrère, ça peut être avec notre stockage, mais ça tourne aussi bien chez un GCP avec en sous-jacent l'infrastructure de GCP. Okay? Donc là, il n'y a pas de... c'est un autre métier. On fait aussi du coup de la sauvegarde, ça rentre dans le data management. Oui, on regarde les différentes directions, data management plus global, parce qu'on a cette console Pure1 qui est un produit en lui-même et qui va au-delà du stockage, parce qu'on on remonte dans la chaîne applicative. Donc dans Pure1, je peux visualiser, ça c'est un super produit qui est inclus dans l'offre, ma cartographie VMware. Donc j'ai tous mes disques, mes sous-ensembles, et je vois en fait ce qui se passe très en amont dans la chaîne. Et j'ai la même chose pour Kubernetes. Alors, donc on ne se contente pas uniquement du stockage, mais en bout de chaîne. C'est-à-dire on a remonté en fait toute la chaîne en amont. On a parlé, vous avez juste évoqué la partie ransomware, en cybersécurité. Est-ce que c'est un driver aussi pour cette partie du stockage? On sait que la question de la sauvegarde est importante. Est-ce que c'est un élément de croissance, ou en tout cas un vecteur de... Alors, je dirais que les choses ont changé en France, on le sent depuis le début de l'année. Toutes les institutions financières, je crois que la réglementation a changé. Et donc, on a eu tous nos clients dans le secteur financier qui sont revenus vers nous. Et il faut qu'on mette en place une solution pour faire face au ransomware, c'est-à-dire pour ne pas... on n'est pas en amont de la chaîne, c'est-à-dire qu'on ne va pas empêcher l'intrusion, mais il faut mettre en place des systèmes de dernière sécurité, à savoir il faut faire des copies de données, les masquer de l'extérieur, de l'intérieur, et puis il faut pouvoir, ces copies-là, en cas d'attaque réussie, il faut pouvoir recouvrer les systèmes de manière très rapide, le plus rapidement possible, pour éviter les arrêts des sociétés. Donc oui, la finance, on le voit clairement, des projets, tout le monde a fait des projets en même temps, donc clairement ça vient de la régulation. Et puis on voit beaucoup d'autres sociétés dans l'industrie, également dans le secteur public, qui soit se sont déjà fait brûler un peu les doigts, ils ont appris et ils mettent en place ces systèmes-là.
c'est des systèmes qui peuvent être simples, qui sont basés premièrement sur des snapshots, des choses qui sont très connues. Donc on a la possibilité de faire des clichés. D'ailleurs, les systèmes le font maintenant automatiquement. On ne laisse plus le choix aux clients. Donc on a un certain nombre de clichés qui sont pris, qui sont masqués, qui sont là, que personne ne peut voir. Et en cas d'attaque, il faut une procédure pour déverrouiller. Hein. Donc il faut que certaines personnes identifiées au niveau de la société donnent l'accord pour déverrouiller le système et pour accéder à cette copie et recouvrer les données le plus vite possible. Dernière question, Gabriel Ferreira. Finalement, quelle est la feuille de route de Pure Storage? Peut-être sur des éléments aussi techniques, parce qu'on voit des évolutions sur le stockage à travers des technologies, certaines évoluent, notamment sur des PCI Express qui passent en 5, on voit des choses arriver sur la mémoire persistante et ainsi de suite. C'est quoi la feuille de route de Pure Storage? On a la chance d'avoir une conception éco-design, c'est-à-dire modulaire. Du coup, on a cette capacité à rafraîchir ce qu'on a dit, donc les bus, les CPU, les mémoires de manière indépendante. Et au-dessus, on a la partie logicielle qui n'est qu'un SDS et qu'on retrouve dans le cloud public. Voilà, du Software Defined Storage. Et cette couche logicielle, on la retrouve également chez Azure, AWS, etc., avec leur infrastructure. Donc, ce travail de mise à jour matériel, on l'a de manière régulière et on a des annonces tous les ans. Ensuite, j'ai souvent est-ce qu'il y a des choses que vous voyez en particulier qui finalement vont être des tendances naturelles dans les évolutions du stockage? Je pense que certains fournisseurs comme nous, comme Pure Storage, qui ont la maîtrise du flash, sont capables d'aller tirer parti du flash vraiment de manière très, très fine. Donc on est un des seuls fournisseurs à proposer par exemple du QLC, c'est-à-dire qu'on code la mémoire NAND, la mémoire flash sur 4 bits. 4 bits, c'est très difficile à faire. Il y a des problèmes techniques, de durabilité, d'efficacité, de performance, etc. On ne va pas s'arrêter là. Pourquoi pas le 5 bits et le 6 bits, etc. À chaque fois qu'on rajoute un bit dans le codage, c'est simple. On double la capacité des systèmes, mais avec le même matériel. Donc c'est uniquement une optimisation logicielle qui nous permet de doubler la capacité et donc naturellement de faire baisser les coûts. Donc les coûts vont continuer à baisser dans le temps. La flash on dit aujourd'hui, elle est très compétitive par rapport au disque mécanique, mais je pense que très prochainement, le coût du flash sera en dessous du disque mécanique. Ça fera du bien pour le porte-monnaie des DSI ou en tout cas des responsables acquis. Gabriel Ferreira, merci beaucoup pour votre participation et pour cet entretien. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain entretien du Monde informatique. À bientôt.